organisé avec 5 personnes atteintes du virus de sida que je vous présente là, tout de suite. Juste leur prénom. Est-ce que vous êtes Daniel, Louise, Marc, toi, Ludovic au Royal, et Jacques. toi, Marc, c'est à quel hôpital? Bonne soirée. Ah bon, OK. En attendant. Ouais. Moi, quand j'ai su que je l'avais, j'étais à Mont-Laurier. T'étais où? À Mont-Laurier. Ah bon? Comment tu l'as su? C'est que moi, ça faisait 3 semaines, j'avais 20 émissions là-dessus à TV. Et ce qui est arrivé, c'est que 3 semaines après, moi, je me disais, ça peut pas m'arriver, puis ça, c'est quasiment pas possible. Puis à un moment donné, ben, j'ai fait une paralysie des reins. Puis là, on se demandait ce que j'avais et tout. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'on n'a pas trouvé le diagnostic que j'avais. On m'a envoyé à Montréal, à l'hôpital Sacré-Cœur, pour passer des tests. Puis là, ils m'ont dit que j'étais séropositif. Mais pourquoi tu disais, ça peut pas m'arriver? Parce que tu es homosexuel et tu sais que c'est un groupe à risque? Non, c'est pas la question d'homosexualité là-dedans. Là. C'est que moi, je me suis piqué longtemps à l'héroïne et à la coke. Ah bon? Puis c'est ce qui a fait que j'ai contracté la maladie. Puis la personne qui me l'a donnée, elle allait passer out. Là. Ouais, elle est morte? Oui. Bon, quand ça, là, les médecins en parlent souvent du grand danger de la drogue, parce qu'il y a une espèce de mode à l'intérieur de la vie des drogués, c'est que tu passes ton aiguille. Hein? C'est un signe je sais pas, d'appartenance, de fraternité. Ça, c'est dangereux. Oui, mais parce qu'il y a 100 sang, là. Mais c'est parce qu'on ne pense pas pouvoir attraper un virus quelconque comme le sida. Non. On ne pense pas, on ne pensait pas à ça quand on n'en parlait pas de ça. Mais vous le saviez, vous aviez lu des journaux. Non, vous aviez... je n'avais jamais entendu parler. Toi, tu n'en avais jamais entendu parler en 88. Il y a combien de temps ça t'est arrivé? Non, moi, ça fait 2 ans que je le sais que je suis séropositif. Oui. Moi, en 86, je n'avais jamais entendu parler. Puis quand j'ai vu une émission, c'était Au Point, si je ne me trompe pas. C'est la première fois que j'en entendais parler. Et comment tu as fait pour passer ton test? Tu as décidé toi-même d'aller passer un test? Non, c'est les médecins qui m'ont demandé si je voulais passer plusieurs tests et tout. Puis moi, quand j'ai vu, j'étais pris de même, puis je n'étais pas capable de grouiller rien, puis je leur ai demandé en même temps de passer ce test-là. C'est toi qui l'as demandé. Oui. Et qu'est-ce que ça fait quand on reçoit le diagnostic séropositif? Toi, qu'est-ce que ça t'a fait? Moi, ce que ça m'a fait, là, intérieurement, c'est que, de toute manière, j'étais une personne qui consommait beaucoup. De drogue? Que j'ai continué à consommer. Ça ne fait que 3 mois environ que j'ai lâché toute consommation de drogue, boisson. Écoute, explique-moi, c'est difficile pour nous de comprendre pourquoi tu viens d'apprendre que tu es séropositif et tu continues à échanger des aiguilles. Pourquoi? Non, je n'ai pas continué les aiguilles. Non? Moi, quand j'ai su que j'étais séropositif, je ne pouvais pas me permettre de me piquer avec quelqu'un d'autre. Oui. Dans nos termes, nous autres, c'est le même qu'on... Oui, oui. Moi, j'ai continué par le nez, oui. Ce qu'on appelle sniffer. J'ai continué comme ça. Alors, toi, tu penses que tu l'as attrapé vraiment par les aiguilles? Oui, oui. Oui, parce que moi, des partenaires, j'ai été 8 ans avec le même gars. Oui. Puis ça n'a rien fait, ça n'a rien dérangé pendant tout. J'avais pas de relation avec personne d'autre entre-temps, ça fait... Alors, ce qui est très dangereux, c'est que le contact des aiguilles, il y a du sang dans l'aiguille, et tu mets du sang de l'autre personne dans ton aiguille, et ça, c'est fatal, c'est très, très dangereux. Et quand tu faisais ça, tu n'as jamais douté que ça pouvait être dangereux? Non, du tout. Puis il y a 2 ans de ça, tu sais. C'est qu'on est tellement préoccupé par le trip, qu'on appelle, qu'on oublie complètement qu'il peut y avoir contamination par aiguille. Oui, oui. Toi, Ludovic, comment tu l'as pris? Officiellement, je l'ai appris, j'ai été hospitalisé à l'Hôtel-Dieu en mai de cette année. Qu'est-ce que tu avais? J'ai fait une pleurésie doublée d'une pneumonie. Je devais partir pour Los Angeles, puis à 3 jours de vie, mon médecin a dit cancel, tu rentres à l'hôpital, parce que les antibiotiques ne faisaient pas effet. Alors, évidemment, quand on est homosexuel et puis qu'on doit entrer à l'hôpital en 87 avec une pleurésie et une pneumonie, tu le sais. On s'y attend au vertige.
Je l'ai eu là, à l'hôpital. Je me souviens de toujours, c'est un vendredi matin. J'ai pris ça dignement, comme ma mère. Un air de dignité dans la famille. Les médecins sont sortis, ils ont fermé la porte. Là, j'ai sacré. J'ai donné des coups de poing sur le bord de la fenêtre. Puis je me suis dit, encore dans la marche. Puis je me suis dit aussi, tout à fait, en regardant le ciel, je ne le vivrai pas seul. Puis aujourd'hui, je remercie bon Dieu parce que je ne suis pas seul. Mais qu'est-ce que tu voulais dire, je ne vivrai pas seul? Quand on apprend qu'on est homosexuel à 16 ans, on se sent délaissé, on se sent... Bon, j'ai 37 ans. J'ai passé 32 ans de ma vie à me chercher. 4 ans de plus à m'aimer, à vouloir vivre. À 36 ans, quand on apprend qu'on est séropositif et ARC, Alors, on dit où le message? Et j'ai toujours été un être solitaire, puis je me suis juré que je ne le vivrais pas seul. alors qu'est-ce que tu as fait? Ce que j'ai fait, j'ai été en état de choc 3 jours. Ça doit. Quand je dis en état de choc, c'est que c'est comme si on m'avait donné un coup de batte sur la tête, puis en même temps un masque d'oxygène. J'avais juste assez d'air pour respirer, mais pas assez pour crever. J'ai 2 bons amis à moi, un couple d'amis qui sont venus me chercher. J'ai passé la fin de semaine avec eux. Je suis rentré à l'hôpital le dimanche soir. Ces gens-là ont été extraordinaires. Je leur parlais dernièrement. J'ai dit, vous êtes les personnes idéales avec qui j'ai pu sortir cette fin de semaine-là, partager. Elle est infirmière. Elle dit, tu savais, Ludovic? Elle dit, on ne savait pas quoi te dire. Elle dit, c'était épouvantable. On ne savait vraiment pas comment te prendre, où t'amener, quoi faire avec toi. Puis moi, je m'en suis pas rendu compte la fin de semaine. J'ai parlé. J'avais des oreilles pour m'écouter. Alors, quand les gens hésitent à savoir est-ce qu'ils vont être adéquats face à un sédatif, posez-vous pas la question. Ça compte pas. Une oreille. Une oreille. Oh, c'est merveilleux ce que tu dis là. As-tu voulu mourir? Souvent dans ma vie. J'ai à mon actif 6 tentatives de suicide. Ça s'est terminé en 82. On m'avait diagnostiqué à l'époque maniaco-dépressif. Puis bon, c'est très bien contrôlé depuis 7 ans. C'est enfin ce qui est écrit dans mon dossier. Et je dois prendre du lithium à vie. Et je m'en sens très bien. Je pense passer à travers de nombreuses épreuves depuis le mois de mai. Et au mois de décembre, j'ai eu un moment de découragement. Et j'étais en train de partager avec une amie à moi qui a été particulièrement affligée, elle aussi, dans la vie. Et puis je lui demandais, comme ça, tout bonnement, qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus rien en avant? J'étais sûr d'avoir une réponse parce qu'elle-même est handicapée, puis elle aime la vie. Elle m'a répondu, on continue pour ceux qui nous aiment. Je me suis senti vraiment idiot. Parce que c'est facile pour un être humain d'évaluer, de se dire je suis pas assez bon pour faire ça, je suis pas assez de talent pour faire ça. Mais quand il vient le temps de réaliser est-ce qu'on a des amis ou on n'en a pas, c'est difficile de les renier. Et je me suis aperçu ce soir-là que j'avais des amis, puis depuis ce temps-là, je pense pas à partir. Tu penses pas à partir. Toi, as-tu eu des temps, quand tu as appris que tu étais séropositif, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai appris que j'étais atteint du sida. Il s'est passé 1 an entre les premiers symptômes, les moments où j'ai vraiment eu mon diagnostic. Et à ce moment-là, je vivais en Floride déjà depuis 4 ans. Alors, c'était peut-être un peu plus traumatisant parce que j'étais à l'extérieur de mon environnement, puis loin de ma famille, tout ça. Et c'est à cause... J'avais les ganglions très enflés, la suggestion de mon médecin, il m'a dit on n'a pas le choix, on devrait passer le test. Alors ça a été presque une libération, une espèce de soulagement énorme, parce que ça faisait 1 an que je m'en doutais. Que tu doutais? Parce que j'avais eu des symptômes il y a 1 an, précédent ça. Et puis, la peur de l'inconnu et tout ça, il n'y a rien de plus traumatisant que ça. Alors quand on me l'a finalement dit, je me suis dit, bon, enfin, je peux prendre une direction, je peux prendre des choix. Est-ce que, dis-moi, tu sais, quand tu restes 1 an, là, tu es séropositif, donc contagieux, est-ce que ça te trouble de savoir que peut-être tu l'as donné à d'autres entre-temps?
Je l'aurais possiblement pensé à une personne parce que j'étais en relation à ce moment-là avec quelqu'un. Étant aux États-Unis, il y avait quand même pas mal d'informations qui circulaient à ce moment-là. Et puis, on limitait les échanges de produits biologiques ou quoi que ce soit. Alors, j'ai été prudent à partir du moment où, surtout dans une petite communauté où j'étais, qui... Oui. Tu n'as pas eu cette réaction qui est humaine, là, de dire « je l'ai attrapé ». Ben, je le donne. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Absolument. Mais c'est pas. humain, ça, faire ça aussi, pour un bout de temps, là. Non, vous n'avez pas senti ça, vous Non, autres, du non. tout, Il y là? en a qui le font peut-être, mais c'est inconsciemment qu'ils le font. Oui. Je pense pas que ce soit évident. Ouais. C'était une réaction aussi très violente. Oui. Moi, j'ai été préparé à ce verdict-là, donc j'avais pris conscience du danger que je pouvais apporter à certains partenaires. Donc, pour pendant 2 ans, ma vie sexuelle a été presque le néant, parce qu'on ne veut, en ne sachant pas, qu'on ne veut pas. Les gens, je pense, qui réagissent de cette façon sont là, je le donne. C'est des gens qui n'ont pas ventilé, des gens qui n'ont pas eu à parler, des gens qui ne sont pas vraiment penchés sur leurs problèmes. Parce que Mais est-ce que avant c'est tout là. pas une réaction, d'après les livres que j'ai lus sur le sida, c'est une réaction qui est courte. Après ça, il accepte. Ça, c'est la réaction avant d'accepter. C'est le déni. Tu sais, tu nies la maladie. Tu dis, je ne l'ai pas, je vis comme avant, je ne l'ai pas. Mais c'est la colère. Alors, mais ça dure pas longtemps. Louise, bon, toi, tu es une fille, Louise. Comment ça t'est arrivé? J'étais malade. Ça fait 3 ans que je suis séropositive. On me passait des tests parce que ça faisait 3 prescriptions que j'avais pour mes ganglions qui ne partaient pas. Mais ils me soignaient pour une mononucléose. Tu sais, dans le temps, ça fait pas si longtemps, mais en tout cas, ils ne passaient pas un test à une fille. Ouais. Parce que, en tout cas, c'était pas rendu là. Non, je pense qu'on pensait à ce moment-là que les filles étaient... Il n'y avait aucun danger d'attraper C'est le ça. sida, c'est ça. Puis, c'est ça. Finalement, je passais au travail. J'avais maigri, j'avais eu tous les symptômes. Là. Je suis retournée au travail. Puis moi, je donnais du sang régulièrement à Croix-Rouge. Puis la Croix-Rouge m'a envoyé une lettre confidentielle. C'était donné l'autorisation de divulguer ce qu'il savait à mon médecin. Fait que j'ai signé papier, puis le médecin m'a appelé. Mais tu as eu peur à ce moment-là? J'ai jamais pensé. Tu n'as jamais pensé, pas moi. Non, c'était pas moi, mais je veux dire, là, 3 ans, c'était pas le sujet. Oui. J'ai dit, bon, je dois avoir quelque chose, mais j'ai pas pensé aussi, que j'avais entré en contact avec le sida. Où penses-tu tu as pu le prendre? Ben, moi, ce que je pense, ça doit être sûrement un partenaire que j'ai eu qui était bisexuel, que je ne savais pas. Mais... Tu penses que ça pourrait être ça? Oui. Ouais. Est-ce que tu lui en veux? Est-ce que tu lui en veux de ne pas te dire « je suis bisexuelle Ben, je me suis jamais attardée à chercher d'où ça provenait. Je pense que le plus important, c'était d'accepter ma condition que j'ai refusée pendant 2 ans, que j'ai ignorée. Tu as refusé d'accepter. Ben, je disais, voyons, ça se peut pas, j'ai ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu sais, voyons, je suis dans un milieu straight. J'allais avec tous les préjugés. Oui. Mais finalement, je suis dans l'éventualité parce que bon, j'ai eu des petits rappels qui me faisaient penser que je n'étais plus en condition physique comme j'étais autrefois. Je pense qu'ici, pour que le public comprenne bien, être séropositif, c'est avoir été mis en contact avec le virus du sida. Bon, on peut être contagieux, mais on ne développe pas nécessairement la maladie qui est la maladie mortelle. Mais Bon. on peut... Il y a- bon, ok. Alors, toi, tu es séropositive. Oui. Bon. Et avec des petits... Ben, un système immunitaire ébranlé. ébranlés. C'est ça. C'est pour ça que... Oui. Le test n'est pas non plus à 100% parfait. Il y a des erreurs. Il peut y avoir des faux positifs et des faux négatifs. C'est ça qui est troublant dans tout ça. C'est extrêmement blanc. Marc, toi, comment t'as découvert? Moi, c'était en 83. J'ai commencé à faire des sueurs nocturnes pendant une semaine. Les ganglions sont sortis. Là, le médecin m'a donné, quand il a vu les ganglions, c'est un généraliste. À ce moment-là, il m'a envoyé à l'hôpital. Ils m'ont hospitalisé, ils ont fait une biopsie d'un ganglion. À ce moment-là, ils m'ont comme un médecin qui était sur l'étage, il me dit, bon, t'as le sida. Mais il y avait un de mes amis qui m'a dit, Bernard, est-ce que t'aurais pas le sida? J'ai dit, c'est quoi sur le sida? Ah, ça, c'était en 83. Tu savais pas? J'avais jamais entendu parler de En ça. 83, oui, c'est bon. Mais dans ce temps-là, c'était vraiment avoir des relations sexuelles, c'était
facile. Oui. Puis on se disait, bon, si quelque part on a une top maladie, Il y a de la elle est là, pénicilline, il n'y a pas il y de a- problème, tu sais. Mais quand j'ai su, bon, par la suite qu'il y avait cette maladie-là, mais c'est parce que je l'avais, là, j'étais mis au courant qu'il existait. Après ça, ça s'est tranquillisé jusqu'en 85. Décembre 85, j'ai fait un zoonome, pérésie, un otite, jusqu'en 86. Alors, qui tu as est été avril. 2 ans là, sans rien. Tu étais en parfaite santé. Oui, oui. Le système, on m'a dit que c'était un sida, un mild AIDS à ce moment-là. Un Avec petit le sida. Gilmore du VIC, du Royal Vic. Dans ce temps, en tout cas, c'est ça. Puis il m'a dit de faire attention, là, mais que les choses pouvaient, les ganglions, que les années diminueraient, tout ça, là. Mais est-ce qu'il t'a dit de faire attention? Bon, parce qu'il y a la propagation, tu sais, il y a la contamination. absolument, oui. Est-ce qu'il t'a dit de faire attention, de ne plus coucher avec des gars ou de mettre des condoms? Oui, oui, dans le sens que je pouvais être affectueux pour les autres, puis de prendre des précautions pour me protéger et pour protéger les autres aussi. Oui. tu sais. Est-ce que tu penses, Marc, que la plupart des homosexuels se protègent? Non. Vous êtes dans ce milieu-là? Non? Non. Ils se protègent pas? Non, il y a des gens pour qui c'est pas pour eux autres. Il y a des gens qui vont... tu vas leur suggérer de prendre un condom, puis ils vont hésiter, puis ils vont en prendre un, puis il y en a d'autres qui vont l'enlever, puis ils vont dire « Ah, de la merde avec ça. Ça me tente pas, ça m'intéresse pas. Mais ils savent pas, des fois, à quel point qu'ils jouent avec le feu, puis ils savent pas. Comme moi, j'ai une vie active sexuellement encore, tu sais. Je prends des précautions, je fais tout ça. Mais j'ai rencontré des personnes qui sont prêtes à coucher avec moi, mais qui ne voulaient pas prendre des précautions. Mais ces gens-là ont passé Oh à là quel là. point proche, puis ils ne savent même pas. Moi, je les regarde aller, j'ai dit, t'es chanceux, madame, que quelqu'un soit assez consciencieux pour te l'avoir suggéré. C'est une question de responsabilité aussi. Oui. Moi, je sais bien que quand je l'ai su, j'ai eu besoin d'en parler, j'en ai parlé à mes amis. Et je vérifie de temps à autre comment ils se comportent. Il y a des gens qui ont moins de partenaires sexuels, mais il y en a qui en ont autant. Moi, je leur demande, est-ce que vous pratiquez le sexe sécuritaire? Et je pense que les gens, les homosexuels, les gays ont commencé à changer leurs habitudes sexuelles. Énormément. Énormément. Parce que si on se fie aux études... Pas dans? Pas dans le milieu de Non. Non. sors un condom. Premièrement, c'est ça. Bon, t'as quelque chose. Là, tu expliques que c'est autant pour me protéger que pour lui se protéger. Ben voyons, on n'est pas à risque, nous autres. Fait que si t'as pas un partenaire stable, à chaque fois, tu as expliqué, tu sais, pas faire un... Puis sinon, ben, il n'y a pas de relation sexuelle, tu sais. Mais les gens sont... les gars restent bien agressifs face à ça. C'est dérangeant un condom pour un straight, je trouve. Non, Ouais. ben pour un straight, je veux dire, c'est parce que ça va avec tous les préjugés, ça aussi, qu'un condom. Une ça érection enlève. est tellement fragile. Là. Tu sors un condom, puis l'érection est très forte. Je sais, les premières fois qu'on utilise le condom, on pense tous par là. C'est parce C'est qu'on le sûr. pense. Mais quand on le démystifie, le condom, ça devient une partie de l'acte sexuel. Puis c'est là que l'acte sexuel est possible aussi. Oui. Il y a des études Sans danger. à San Francisco et à New York, dans la communauté gay, qui démontrent que les maladies transmises sexuellement ont baissé de jusqu'à 80 Chez les homosexuels. Oui. Alors, il y a vraiment une conscientisation. Les gens se protègent. Ouais. Mais comment se fait que les saunas sont encore ouverts à Montréal et partout? Je pense qu'ils le seront toujours, mais les gens se protègent, possiblement, puis il y en a aussi qui ne se protègent pas. Puis il y a une bonne clientèle de voyeurs aussi. Qui... Oui. Oui. Mais c'est pas supposé être une place de rencontre sexuelle en principe. C'est Fait que c'est comme une place que les hommes vont pour le tourbillon, puis le sauna, puis ils vont relaxer. Fait que légalement, il n'y a rien qui empêche ça. Tu sais, mais il y a d'autres choses qui se passent en plus que ça. Ouais. C'est évident. Et s'ils ne se protègent pas, c'est l'épidémie. Ah ben oui, Est-ce ça que vous l'aide êtes pas. conscient que... C'est parce qu'il y en a là-dedans, c'est qu'ils peuvent avoir 2-3 partenaires durant la nuit. Oui, Même il y en a qui vont aller jusqu'à 6 partenaires durant la nuit. oui. Le risque est encore plus gros que s'ils n'ont qu'un partenaire, puis être sûr que lui est sûr. Oui. Qu'est-ce que ça te fait, Louise, d'avoir une maladie qui origine les homosexuels? Qu'est-ce que tu dis de ça? Aujourd'hui, je l'accepte. Mais au début, j'étais très révoltée parce que je me disais, voyons, comment ça se fait? Tu sais, c'est sûr, la question, comment ça se fait, c'est moi qui apprenais ça. Puis, mais là, en plus, il n'y avait pas d'information comme telle. Je veux dire, mon médecin, elle me dit, ce qu'on sait aujourd'hui, ça n'a pas changé. J'ai eu une bonne approche avec mon médecin. Sauf que je me retrouvais dans la communauté, dans la société plutôt, toute seule, pareil. Parce que j'en connaissais pas de filles. C'est cette année que j'en ai rencontré.
Puis je trouvais ça effrayant parce que, bon, on jugeait, bon, c'est sûr, ça doit être parce que tu as couché avec n'importe qui. Tu sais, bon, ça revient, ça, que tu as une vie sexuelle active. Puis c'est peut-être même pas ça. Mais c'est ça, je veux dire, safe sex, je ne savais pas. Oui. Je voulais dire quelque chose qui me ouf. Vous venez de dire, demander à Louise si elle n'était pas choquée. Non. Qu'est-ce que tu ressens de faire partie de... Non, mais vous avez dit qu'elle a dit origine des homosexuels. Je regrette, elle n'origine pas des homosexuels. Ce sont les homosexuels qui l'ont véhiculé au départ parce que c'est connu que les homosexuels, c'est facile pour eux d'avoir jusqu'à 10 partenaires le même soir. Mais c'est origine d'où? Un singe vert Pourquoi pas une guerre biologique, quelque chose qui s'est échappé? Oui. De toute façon, on focus sur le sida, Jeannette. Nous, on focus plus sur le sida, on est les deux pieds dedans. Moi, ce qui m'émeut quand j'écoute la télé, c'est quand j'entends parler des moules, des dauphins. Les dauphins aussi, c'est leur système immunitaire qui est effondré. Les baleines, les érables, les plus acides. J'avais une conférence il n'y a pas 3 semaines. Un bonhomme m'a dit, monsieur, je ne pensais pas que Dieu a voulu punir les homosexuels en envoyant le sida, mais est-ce que le bon Dieu a voulu punir les baleines, les dauphins, les moules? L'homme se détruit lui-même. Il ne faut pas jouer. Ludovic, qu'est-ce qui fait souffrir le plus, à part la maladie physique, parce que c'est souffrant. Vous avez, si vous prenez des médicaments, la chimiothérapie, l'interféron, l'AZT, vous êtes malade. Bon, mais est-ce que ce sont les préjugés, l'ignorance? Moi, pour nous impose, c'est pas la maladie telle quelle. La maladie, moi, ne me rend pas vraiment malade ou de souffrance. C'est plus qu'on nous impose. Et présentement, c'est le rejet. Oui, c'est le rejet de certains... Donnez-moi des exemples de rejet. Le rejet de certaines personnes que... À un moment donné, tu veux t'asseoir avec ces gens-là. Tu veux, comme moi, le rejet que j'ai vécu à Mont-Laurier. Moi, j'ai vécu un rejet terrible. Je suis parti de là pour ça. Moi, il y a une infirmière qui est supposément que le secret professionnel existe. Mais cette infirmière-là, le secret professionnel, le soir qu'elle l'a dit, elle n'avait plus de secret professionnel. Parce que moi, il y avait 3 villages alentour de chez nous, puis ils étaient tous au courant. Tous mes amis m'ont lâché. Il n'y a plus personne qui m'appelait. La minute que je voyais un de mes amis, j'allais le voir, il se poussait en courant. C'est ça qu'on appelle le rejet, d'être rejeté du monde. Mais vous ne croyez pas que s'ils savaient que ça ne s'attrape pas comme ça, que ça ne s'attrape pas si facilement? La semaine dernière, le docteur Robert disait... On est ici pour ça, le dire. Le docteur Robert disait la semaine dernière que ça fait 8 ans qu'on a de l'information, puis l'information ne passe pas. Pourquoi? C'est vrai qu'on passe le même message depuis 8 ans. Mais moi, j'en suis venu à penser, plutôt que de dire c'est quoi un sidotique, si on disait ce que c'est pas, ça éclairerait peut-être beaucoup les gens. OK, c'est pas. C'est quoi? Je vais reprendre une phrase, une de vos phrases que j'ai trouvée merveilleuse dans le journal de la presse samedi dernier. Vous avez dit, je crois, je comprends la nature humaine. Mais moi aussi, Jeannette, on parle le même langage. On a fait un tas du département de maquillage ici à Radio-Québec. Il ne faut pas se leurrer. Aller dans une autre station télé où je travaille, moi, ça fait 8 mois que je me bats avec insistance avec l'infirmière pour que des conférences soient données avec l'entremise de César pour informer les employés. J'ai téléphoné cet après-midi, il n'y a rien qui s'est fait encore. Ça fait 8 mois, 8 mois que j'insiste. C'est ça qui est vraiment choquant. En plus de vivre la maladie, il faut se battre tous les jours pour essayer d'avoir des choses toutes naturelles, toutes simples. Vous sentez constamment le rejet. Vous sentez constamment qu'on a peur de vous autres, qu'on a peur de vous toucher, qu'on a peur d'attraper la maladie. Personnellement, moi, je me sens pas comme ça. Mais par contre, si j'écoute la télé, puis c'est l'une des raisons pourquoi je suis venu chez vous ce soir, c'est que le soir du 30 décembre, à Radio-Canada, au bulletin de nouvelles de 10h30, on a laissé passer en caméra 2 individus de la région de Québec qui se disaient le porte-parole de citoyens qui ne voulaient pas avoir dans leur quartier une maison pour sédater. Là, les 2 bras m'ont tombé, j'étais seul chez moi, j'ai dit non. Le silence a ses limites et c'est assez. Aurait-on idée de présenter quelqu'un à la télé face à la caméra et qui dise « Moi, je ne veux pas avoir de Noirs dans ma rue. Moi, je ne veux pas avoir de Juifs sur ma rue. Et on a eu cette maladresse-là. C'est une des choses qui m'agace. La deuxième chose qui m'agace, c'est les gens qui acceptent de passer à la télé voilés. Ça perpétue dans la population le mythe
que c'est honteux, qu'on doit en avoir peur et que c'est dangereux. Oui, mais si, bon, OK, les préjugés sont ce qu'ils sont, ils ne sont pas changés encore. Si tu ne passes pas voilé, tu vas perdre ta job. Qu'est-ce que tu fais? Je le prends le risque, moi. Ça règle bien au problème. Finalement, on De est toute toujours façon, pris à c'est se pas, voiler, à se cacher. pas d'aider C'est pas une quelqu'un. question de... En tout cas, moi, je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'il dit. L'important, c'est pas l'image qu'on représente à la télé. C'est ce qu'on vient dire, le témoignage qu'on apporte. Parce que dans le fond, si on vient ici, là, c'est pour sensibiliser la population. Et non, je veux dire, chacune a ses raisons de passer voilé ou non. Je veux dire, toi, si t'es rendu à un point où tu es capable de passer à la télé comme tu es là, parfait. Mais mon but premier, c'est d'informer les gens pour enlever les préjugés, pour pouvoir qu'un jour, j'espère, pouvoir être capable de dire à mon travail, bien, je suis porteur, si je m'absente ou... Et que ça ne dérange rien. C'est ça le but. Je veux dire, moi, je trouve que c'est ça le plus Mais est-ce important. que tu ne penses pas qu'il faut comprendre aussi que cette maladie-là est arrivée très, très récemment? Bon, et que les gens ont peur de ça parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Comme on avait peur de la tuberculose, comme on avait peur du temps que ça s'attrapait. Bon. Regardez, juste un exemple. Vous avez le virus aussi, l'hépatite. Oui. Vous avez 3 sortes d'hépatite. Vous avez la A, la B et AB. Je ne sais pas trop, la troisième. Moi, j'ai fait 3 hépatites. Je suis après à en faire un autre en ce moment. J'ai l'hépatite B en dedans. Et mon médecin m'a dit que j'avais de la misère avec. Parce que mon système immunitaire avait des... je sais pas comment dire ça. J'avais de la misère à combattre le virus en tant que tel. Oui. Puis c'est que l'hépatite B, moi, je l'ai pogné ça aussi. J'ai pogné ça par intraveineuse. En me shootant de la côte puis de l'héroïne avec un de mes amis. Ça fait que... J'espère qu'il y a des gens qui se droguent, qui écoutent et qui vont penser. Moi, Au moins, s'ils se droguent, qui prennent des seringues différentes. C'est un des grands moyens de... C'est parce que c'est ça qui arrive. C'est que nous autres, quand ils ont commencé à parler de ça, ils ont commencé à parler de ça à TV en 86. Ils n'en ont jamais parlé avant. On n'en avait jamais entendu parler de ça. Puis supposer que ça fait combien d'années? Exactement, qu'ils sont au courant du virus en tant que tel. Ça a été... Ils ont donné l'information en retard, que je trouve, moi. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une espèce, de la part du public, une espèce de... Bon, ils font des vies marginales, pas toi, Louise, là, mais ils font des vies, les homosexuels font des vies marginales. Qui paye pour? Est-ce que c'est pas ça, l'idée du public? Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, oui. Pourquoi ils ne vivent pas comme tout le monde? C'est ça, tu sais, parce que c'est facile, puis il faut mettre le blanc sur quelqu'un. Et on a toujours été la cible depuis des centaines d'années de ces choses-là. Alors on continue à être la cible. Et puis on nous accuse que ça vient de nous, qu'on est responsable, tout ça. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui a sensibilisé la population et qui se s'est pris en main, c'est vraiment la communauté gay. Mais ça va toujours rester ces préjugés-là, surtout contre la communauté gay, on ne peut pas s'en sortir de ça. Alors, c'est sûr que ça reste dans l'idée des gens, mais là où ça va changer, malheureusement, c'est que dans 3 ans, 51% des cas vont être hétérosexuels. Là, les gens vont être concernés. Là, les gens vont crier au gouvernement pour qu'il fasse quelque chose et qu'on débloque des fonds. Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre que ce soit des... Il y en a maintenant des enfants et des femmes et tout ça qui sont atteints. Mais on s'imagine, non, ça ne nous touche pas à nous. Ça touche seulement l'autre côté de la frontière, ça touche seulement... Et ils le méritent bien. Alors, tant pis pour eux autres, et puis ça finit là. Mais un virus ne décide pas. Il ne décide pas la sexualité des gens, quoi que ce soit. Non. On l'attrape et... Est-ce que ça vous a troublé, la peur de le donner, de le transmettre? Beaucoup. Énormément. Ça a même traumatisé. C'est un traumatisme. J'ai arrêté toute relation. Tu as arrêté toute relation? Relation au complet. On pense tout à coup qu'on est des porteurs de mort. Ouais. Et que c'est un poids... C'est un... Oui, toi, Louis. C'est la même chose. Je La veux même dire, chose. Alors, t'as plus de vie la sexuelle. sexualité, je veux dire, je suis pas rendue au point d'être capable de baiser avec quelqu'un. Je voudrais pas que la personne le trappe. Puis de toute façon, on dirait que j'accepte pas mon corps assez pour pouvoir vivre. Véronique, elle disait, elle disait, pour pouvoir faire l'amour avec quelqu'un, il faut s'aimer. Il faut aimer son corps. Ah, j'ai mon corps. Mais sans savoir si la personne est atteinte ou pas. Oui, toi, as-tu arrêté ta vie sexuelle?
absolument pas. Puis, quelque part, c'est que je sais de quelle façon que ça se transmet. Là. J'ai été bien informé, je me suis réinformé. Fait que les précautions que je prends sont plus que sûres. Donc, on peut continuer sa vie sexuelle même si on est séropositif, mais en prenant des précautions. Le port du condom. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont séropositifs, parce qu'ils ne savent même pas. Cette question-là, le port du condom. Là. On fait beaucoup de publicité là-dessus, le port du condom, puis portez le condom, puis prenez des condoms. Mais est-ce qu'il est venu à l'idée de gens que le condom pouvait être aussi dangereux? Tu peux acheter un condom dans une pharmacie qui peut avoir un défaut de manufacture. Oui, mais c'est pas 1%, ça. Oui, d'accord, mais c'est pas grave. Le pourcent, il est là pareil. C'est 1%, mais il est là pareil, le 1%. 1% de 100 000. Toi, Louise dit c'est plutôt les sentiments. Moi, je trouve que c'est plutôt le sentiment de culpabilité que je voudrais pas à vivre si je savais que je le transmettrais à quelqu'un. Ce qui fait qu'il m'arrête sexuellement, c'est sûr que je me dis, bon, mais jour sûrement que je vais être capable de franchir cette étape-là, mais c'est plus à l'intérieur. C'est pas juste question condom, tout ça. Non, c'est intérieur. Le sentiment que tu as. Quand on est très jeune, là, vous êtes tous très jeunes. Le plus vieux est 40, 38. C'est très jeune. Vous êtes dans ce qu'on appelle la fleur de l'âge. Là, et qu'il y a quand même une menace de mort et assez terrible. Comment on vit ça? J'ai juste 37 ans. Comment on vit ça? C'est vraiment très, très difficile à confronter parce que moi, je l'ai su, disons, il y a 3 ans, et puis c'était au moment où tout, finalement, allait bien. Tout, au point de vue carrière, au point de vue... j'étais vraiment installé, là, puis je me disais, bon, enfin, j'ai passé 20 ans d'introspection pour essayer de me trouver. Je me suis enfin trouvé, et puis bang, le lendemain, j'ai un coup de téléphone me disant que je suis atteint. Alors, ça s'est tout écroulé complètement autour de moi. J'étais vraiment là, enragé. Enragé, en colère. Je me disais, pourquoi? C'est tellement bête, ça se peut pas. Je suis pas une mauvaise personne. J'ai aucune raison de m'avoir attiré cette chose-là. Et puis, j'ai passé 1 an de dépression à partir de ce moment-là. Je me suis complètement isolé parce que je n'arrivais pas à confronter cette réalité-là. Et en m'isolant, j'ai éloigné mes amis, j'ai éloigné tous les gens qui étaient prêts à m'aider. Alors j'ai eu à vivre ça seul. Et puis, heureusement, j'ai réussi à m'en sortir et puis à tourner cet état de crise-là en opportunité, puis dire, bon, ben, j'ai un choix, je peux vivre le temps qui me reste, complètement misérable, ou je peux vraiment y contribuer, profiter de la vie, profiter, c'est ce que je fais. Comme dit Véronique, je suis la plus grande profiteuse de vie au monde. Oui. Est-ce que vous ressentez ça, là, profiter de la vie? C'est vrai ce qu'elle dit. Oui. Moi, la musique que j'écoute, je l'entends plus de la même façon que je l'écoutais, ce que je vois non plus, ce que tout a pris une dimension plus. Le matériel, Le matériel, oui, ça compte plus. Vivre les instants présents, là, pleinement. Ouais. Même si, je suis juste séropositive, mais quand même, je suis confrontée à ça quand... Toi, tu es séropositif, toi, tu es atteint. Oui, ben, officiellement, là, depuis pratiquement 2 ans, là, depuis que le sarcome de Kaposi a sorti, c'était une des deux, soit une pneumonie ou un sarcome qui faisait que j'avais le diagnostic officiel. Mais à cette heure, tu as à peu près 10 possibilités qui peuvent... Si tu une des 10, ils vont dire que tu es cytotique. C'est comme c'est plus élargi avec le temps, ils ont vu que c'était pas juste ces 2 personnes-là qui développaient ces à côté-là. Mais moi, contrairement à tout le monde, je vis pas la même chose du tout. C'est comme je réalise pas que je suis malade quelque part. Sauf que si j'ai une infection quelque part, à ce moment-là, je viens que je repense ma maladie et tout ça. Mais à part ça, c'est comme j'ai eu une interférence, tout a disparu. J'ai fait aucun rhume en 2 ans. C'est comme je suis pas malade. Puis avec mon psychanalyste que j'ai... T'es un psychanalyste, toi, que je parle avec, dans mon dialogue, il n'y a absolument rien qui dit que je suis malade. Fait que lui, il a des problèmes même à savoir qu'il parle avec un cytotique. Il m'a dit, il faut que tu m'amènes des papiers parce qu'il faut que je le voie, il faut que je me l'imprègne dans la tête. Parce que dans ton cœur, tu ne l'es pas. Dans mon cœur, je ne le suis pas. Puis dans mon cœur... Toi aussi, tu vis ça de la même façon? Comme, si on peut dire, à l'extérieur de ma maladie. Parce que je me vois pas comme victime et aussi, je me sens pas comme... Je ne me lis pas tous les jours comme si j'étais malade. Parce que je me dis que de se rappeler ça tous les jours, c'est insupportable. C'est pas de la négation. Mais est-ce qu'on n'a pas des moments de... Bon,
l'homosexualité, c'est une minorité. On n'a pas des moments de culpabilité en disant, bon, si, est-ce que ça doit pas traverser la tête, si j'avais fait comme tout le monde, si j'avais pas été... Non. Pas de la culpabilité sûrement face à mon homosexualité, parce que si je suis coupable de quelque chose, c'est sûrement d'avoir voulu aimer. Violette, excusez-moi, le gâteau. Violette, elle écoute Violette, par exemple. Elle écoute, mais elle oublie le gâteau. Moi, tu leur as dit qu'il était extraordinaire. Mais alors, t'arrives, tu fais pas de culpabilité. Non, je ne peux pas du tout, pas face à ça. J'ai toujours accepté mon homosexualité, puis j'ai pas jamais eu de problème avec. Non. Quand tu te respectes, comme je disais tantôt, ça te prend bien des années souvent à se respecter. J'accepte que la maladie fasse partie de toi, donc elle fait partie de toi. Mais le cheminement, chacun fait en sorte qu'à un moment donné, dans leur cheminement, ils sont obligés de faire une distanciation, se regarder plus haut. Je pense que c'est la seule façon d'être capable de vivre avec ça, sans faire de déprime. Mais comment... On ne réagit pas toutes la même. Non, toi, comment tu réagis? Moi, comme je t'ai dit tantôt, moi, la manière que j'ai réagi, moi, je n'avais que le suicide dans la tête. Moi, je pouvais pas vivre avec ça. Je pouvais pas me faire à l'idée qu'avec tout ce que j'avais eu là, depuis mon enfance et tout, me ramasser avec une chose qui est pour moi terrible, cette maladie-là, parce que c'est une maladie c'est ce qu'on parle le plus dans les médias en ce moment. Oui. Puis je ne pouvais pas accepter d'être pris de ça, moi. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Puis j'ai fait des tentatives de suicide. Je me suis ouvert les veines, je me suis ouvert les bras. J'ai fait un paquet de choses, je me suis mis des carabines sur la tente, puis je remettais ça. Non, demain. À un moment donné, j'aurais arrêté de remettre, j'aurais agi. Mais à un moment donné, je me suis arrêté l'année passée, le 15 de novembre. Puis là, j'ai demandé, parce que moi, je fais du meeting. Et j'ai un thérapeute qui me suit. Ah oui. Continuellement. Oui. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, là, je me suis levé les yeux. Commencé. Là, j'ai dit, si tu existes réellement, fais quelque chose pour moi. Dieu. C'est tout ce que je te demande. Fais quelque chose, parce que moi, j'en peux plus. Moi, je ne suis plus capable de vivre en étant pris comme ça. Parce que moi, j'avais pas d'autre solution que la drogue, de la boisson, puis des tentatives de suicide. C'est tout ce que j'avais dans la tête. Je suis pas vieux, j'ai 25 ans. Ben oui. Alors, il t'a aidé, Dieu? Oui, ça fait 3 mois que j'ai rencontré aussi des amis du monde qui ont accepté ma maladie en tant que telle. Du monde qui sont venus à moi, qui se sont approchés de moi. Parce que j'ai fait des partages, j'ai partagé 2 fois dans les meetings. Et puis, ça a été la plus belle chose que j'ai fait, je trouve, jusqu'à date, de voir le monde, comment ils ont pu réagir envers moi. Qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit le public vis-à-vis de vous? Comment ils sont, puis qu'est-ce que vous voudriez qu'ils comprennent? On arrête de nous dire comment on devrait vivre cette maladie-là. Parce que présentement, c'est tout le monde qui prend des décisions pour nous. Qui ça, les médecins? Au point de vue politique, au point de vue médical, au point de vue, à tous les points de vue, les psychologues qui sont vraiment pas sensibilisés à la situation. Et on se suit à des documents qui viennent des États-Unis. Ça veut rien dire, c'est des choses imprimées noir sur blanc. Et puis, on accepte tout le monde, nous, comme ils sont. Quand on parle de tolérance, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la tolérance? C'est d'être obligé de tolérer quelqu'un. C'est comme si on devait se supplier, dire s'il vous plaît, acceptez-nous. On n'a pas à exiger ça du tout. C'est aberrant, finalement. Alors, mais comment ça peut se faire? Par des émissions, par l'information? Comment ça peut se faire? Bien, beaucoup par la télévision, parce que malheureusement, il y a énormément de gens qui ne lisent pas. Oui. Et c'est un gros problème aux États-Unis, comment rejoindre les gens qui se piquent. Et que les gens qui se piquent ne lisent en majorité pas du tout. C'est ça. Alors, c'est la sensibilisation, ça va prendre beaucoup de temps. Et comme je disais tantôt, c'est dommage, mais quand la société hétérosexuelle va se sentir vraiment menacée, là, on va commencer à bouger les choses. Et vous pensez qu'elle va se sentir vraiment menacée bientôt? Oui. Ah oui. Oui. C'est comme c'est pas pour eux autres. Énormément. Ça durera pas longtemps. Parce que moi, ça fait 2 fois que je le partage dans les meetings, puis j'ai ouvert les yeux à beaucoup de monde. J'ai ouvert même, j'ai une personne que j'ai rencontrée dans les meetings qui s'est déjà piqué. Oui.
Puis il m'a dit qu'il était peut-être pour aller passer le test. Peut-être, ça ne veut pas dire qu'il va aller le passer. Parce qu'il y a peut-être peur de la réponse qu'il va y avoir en arrière. Tu sais. Mais alors, toi, qu'est-ce que tu voudrais que le public soit vis-à-vis de toi, là? C'est qu'on nous rejette. Moi, c'est tout ce que je voudrais. C'est que le public ne rejette pas. Ne nous rejette pas, nous, en tant que sidatiques. Parce que nous rejeter, c'est pareil comme si on nous fermait toutes portes. Puis en nous fermant les portes, moi, je sais bien que je suis le même. Si on me ferme la porte quelque part, moi, je vais bloquer. Je vais me faire un mur. Puis même que je m'ai fait un mur, ben là, je suis plus approchable. Est-ce que ça vous arrive de penser à la mort et à la mère tout le temps? Oui. Tout le temps? On ne peut pas faire autrement que penser à la mort. Alors vous vivez dans une espèce de sursis. C'est ça. Mais on peut l'apprivoiser aussi, la mort. Quand moi, la première personne que j'ai connue, c'est il y a 6 ans, qui est décédée du sida. Depuis ce temps-là, j'en connais 25. Quand on voit son cercle se refermer sur soi-même comme ça, à un moment donné, on devient la cible. Et puis, j'ai réalisé que c'était pas la mort qui me faisait peur, c'était plutôt la peur de la souffrance. C'est la souffrance qu'il y a. C'est la souffrance. Je connais des sidatiques qui ne peuvent pas dire à leurs parents. Pourquoi? Parce que pour eux autres, ils ne sentent pas le besoin de l'exprimer pour sûr. Non. Est-ce que vos parents le savent, exemple? Oui. Comment ils prennent ça? La majorité des parents le savent. Comment ils le prennent? Ils le prennent tous un peu de la même façon. Du moment qu'ils l'acceptent. Mais moi, ce qui me blesse, vous demandez ce qu'on attend des gens. Moi, ce que j'attends des gens, c'est qu'on m'en parle. Ça fait partie de moi, cette maladie-là. Mes amis le savent, mais ils n'en parlent jamais. Non, parce qu'ils ne savent pas là, s'ils vont te blesser ou pas. Exactement, mais s'ils savaient que ça nous blessera donc pas, c'est que c'est comme faisant partie de nous-mêmes, c'est qu'ils parlent de nous. Oui. C'est important ce que tu dis là, parce que, tu sais, j'avais déjà expérimenté ça avec les enfants, voyons, pas dyslexiques, là, des enfants qui ont des, tu sais, qui sont tout croches, là. Et puis, les parents disaient, personne ne les regarde, jamais. On ne sait pas comment les regarder. On ne sait pas comment les regarder, mais c'est normal, ça aussi. Toi, tu aimerais ça, qu'on te dise, tu viens d'apprendre que tu as le sida. Oui, il y a des gens qui le savent, puis ils oublient de me demander comment je me sens, puis leur inquiétude face à ça, c'est un silence. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans le temps que tante Gertrude avait le cancer, on parlait donc pas du cancer de tante Gertrude. C'est exactement ce qui nous arrive présentement. Les gens confondent la maladie et le malade. Ce qu'ils ont à craindre, c'est pas le malade, c'est la maladie. Je comprends que ces gens-là aient peur, mais qu'il y ait peur des sidatiques, moi je comprends. Mais là, je t'arrête parce que le cancer, ça ne s'attrape pas. Non. Tout est là. Et là, tantôt, le public va téléphoner puis il va poser des questions. Vous allez voir ce que ça va être, les questions. Comment ça s'attrape? Moi, je ne vois pas la différence qu'il y a à voir le monde réagir envers les sidatiques, ceux qui sont pris de la maladie puis qui sont séropositifs. C'est de voir la haine qu'il y a en dedans de certaines personnes. Moi, j'ai vu du monde me regarder, là, je vais être franc avec toi, j'aurais aimé mieux être entre le mur et le tapis. Ils te regardent avec haine. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas au courant. Les choses... Ils haïssent le danger que tu représentes? Oui, c'est ça. Ça, c'est là. L'as-tu ressenti, toi? Puis il n'y a pas juste ça. Oui, c'est toi ici. Il y a des limites. Louis, l'as-tu ressenti, toi? Oui, je l'ai ressenti. Je le ressens. Mais disons, pas de mes amis près, là, mais plutôt de certains professionnels. Là. Mais je trouve que les gens sont très mal informés, donc ils nous craignent parce qu'ils ont peur d'attraper, ils sont pas au courant de rien. S'ils penseraient que c'est une maladie transmise sexuellement ou par intraveineux, déjà, s'ils accepteraient ça, ça aiderait énormément. Tu sais, ça ne s'attrape pas par ça, ni à marrant. Ça n'a pas de rapport, mais on dirait que les gens oublient que c'est une maladie. Moi, j'ai fait une thérapie dans un centre de désintoxication, le printemps de 87. Et je peux te dire une chose, moi, c'est que je n'ai jamais vu du monde, je ne sais réellement pas pourquoi ils m'ont accepté là, avec tout ce qu'ils m'ont fait subir là. C'est pas croyable, parce que moi, ils m'avaient fait une liste. Tu n'as pas le droit de donner à ma personne, tu n'as pas le droit de te faire prendre. Puis moi, tout ce que je voulais, c'était ça que je cherchais, j'allais chercher, là. C'est de la tendresse, de l'amour, puis tout.
Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu, j'ai eu du Rogel et pendant les 6 semaines, j'ai été là. Dans une cure de Dans une désintoxication. cure de Ben, désintoxication. c'est étonnant. Et puis, moi, les infirmières me disaient, tu n'as pas le droit d'aller te baigner avec la groupe, tu n'as pas le droit de donner la main à personne, tu n'as pas le droit de faire de sport au cas où tu te blesserais, tu contaminerais quelqu'un. Quand tu vis des choses comme ça, t'as mieux être loin de ça, puis écœurez-moi plus. Ça me révolte parce que quand il a fait sa cure, la personne n'est plus en danger. C'était lui. C'est lui que son système immunitaire était déficient. On pouvait lui donner Oui, sa grippe. son hépatite, n'importe quoi. Ouais. On est la porte d'entrée de n'importe quoi. Alors que les gens arrêtent de penser qu'ils sont en danger avec nous. C'est nous qui sommes en danger avec eux. Oui, parce que nous, on est infaillible à tout virus qui tue. Oui, dangereux. Oui. Le paquet d'ouverture. Vous autres, vous êtes un paquet d'ouverture. Alors, Parce que les autres, ils ont 2, 3 ouvertures, mais nous autres, on en a peut-être 50. C'est beaucoup plus nous qui devrions avoir peur du public plutôt que l'inverse. Parce qu'on peut attraper un rhume comme ça qui... alors, je vous regarde, vous avez l'air quand même pas trop en colère, pas trop révolté. Est-ce que... Ça prend beaucoup de temps à arriver à ce point-là. Vous avez beaucoup réfléchi? Ça fait 2 ans et demi. Là, que, 2 ans et demi? 2 ans, là, pour dire là, que j'ai commencé à l'accepter. À ce que la colère soit calmée un peu. La colère est plus calme, mais je me méfie encore du monde, du public, justement. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont terriblement ouvertes, qui comprennent? Est-ce que ça se trouve, ça? Oui. Moi, j'ai un copain, celui qui est venu avec moi ce soir ici. Dans le milieu hospitalier, est-ce que ça se trouve? Oui. 4e Jeanne-Mance, n'oublierai jamais. 4e, à l'hôpital Jeanne-Mance? Non, 4e pavillon Jeanne-Mance, mais à l'Hôtel-Dieu. Oui, à l'Hôtel-Dieu, oui. Moi, c'est la première fois que je peux commencer à en parler avec du monde. Avant ça, j'avais peur d'en parler. Le rejet, moi, c'est le rejet. Tellement peur d'être rejeté, j'ai été rejeté toute ma vie. J'ai été placé en foyer nourricier, en centre d'accueil, battu. J'ai tombé dans la drogue. J'ai fait un paquet de choses. Qu'à un moment donné, tu viens en dedans, là, que tu as peur. Tu as peur de faire face à ça. À toi, Louise? Moi, j'ai pas eu de mal à vivre ça parce que mes amis proches, c'est eux autres qui me soutiennent le mieux. Oui. Puis je compte une chance que j'ai eux autres parce que moi, mes parents ne savent pas. Tes parents ne savent pas? Non. Mais, Pourquoi? Pourquoi tes parents ne savent pas? C'est difficile de dire ça aux parents? Mes parents, oui. Ben, parce que je connais les préjugés de mon père. Disons qu'il y a une situation familiale assez difficile chez nous. Là. Fait que c'est pas disable, mais éventuellement, je vais leur dire quand je serai prête à... Mais quelle douleur! Vois-tu, j'ai connu un garçon qui est mort seul parce qu'il ne voulait pas le dire à ses parents, parce qu'il pensait que les parents ne le prendraient pas. Ça aussi, c'est dur, mourir seul. C'est ça, c'est que pour l'instant, je suis pas seule. Je veux dire, c'est ça, je reste avec quelqu'un. Toi, dans ta famille, Marc, comment moi, ça se fait? j'ai pas eu à vivre, comme je te dis, l'interféron est rentré, toutes les choses sont comme replacées, puis c'est comme si je n'aurais jamais été malade. Oui. Puis quelque part, j'ai pas eu de dépression à traverser. Ma santé va très bien. L'interféron, c'est un médicament. C'est une protéine C'est que une tout le monde a déjà dans le système, sauf qu'il donne des doses plus élevées. Puis toi, ça t'a bien réussi, ça? Absolument. C'est pas tout le monde qui réagit bien à ça, mais pour moi, c'était le remède par excellence. Et tu te sens bien, là, en ce moment, tu te sens j'ai très, des très effets secondaires quand j'ai l'interféron de temps à autre, mais à part ça va bien. Là, je suis en pleine forme. Je fais attention à ma nourriture, je prends beaucoup de vitamines, de suppléments alimentaires, vitamine C, des choses comme ça. Qu'est-ce que toute mauvaise chose a un bon côté? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça m'a apporté le goût de vivre. Le goût de vivre? Oui, hein? Oui. Pleinement. J'étais toujours à la recherche de quelque chose sans vraiment savoir qu'est-ce que je cherchais. Et puis lorsque j'ai eu mon diagnostic, c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis mis à comme Ludovic disait tantôt, la musique, je ne l'écoute plus comme je l'écoutais. Les fleurs, pour moi, c'est de toute importance. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on s'imagine toujours à la recherche des grands mystères de la vie. Puis finalement, c'est des choses toutes simples. C'est d'apprécier des bons repas, c'est d'être en bonne compagnie, c'est d'aimer les gens qui nous entourent. Avez-vous perdu des amis? 25. 25 amis, t'as perdu? Est-ce qu'on pourrait appeler ça des amis? Oui. Moi, je n'en parle pas de ceux que j'ai perdus, parce que je sais que c'était pas des amis. Parce qu'avoir été des amis, ils seraient restés à côté de moi, puis ils m'auraient soutenu.
Oui. On Alors, Tandis que mes vrais amis... non, perdu. Est-ce que quand on dit, écoute, chum, tu sais, je suis atteint, est-ce qu'ils s'en vont pas tranquillement? Est-ce qu'ils commencent pas à venir moins souvent, à avoir des excuses pour pas sortir? Oui, mais moi, je le ressens, plus la maladie avance, plus je sens que les gens s'éloignent petit à petit parce que ça devient trop confrontant pour les gens de voir quelqu'un qui... Et c'est dommage parce que de plus en plus, tu as besoin de quelqu'un et de moins en moins, ils viennent. Mais c'est très difficile à supporter ça parce que c'est justement, comme vous dites, ça prend... C'est à ce moment-là qu'il faut avoir des gens autour. Et puis, c'est très difficile et très confrontant pour eux de voir ça. Alors, on a tendance à s'éloigner. Il y avait quelqu'un qui me disait, ce qui est le plus dur, c'est renoncer à l'amour. Pas nécessairement au sexe, là, mais renoncer à l'amour. Ah oui, ça c'est... Non? Ça dépend. Oui, c'est dur. Toi, Louise, tu trouves ça dur? Oui, parce que rencontrer quelqu'un, bon, si je sens qu'il y a possibilité d'avoir une relation plus longue, là, bon, premièrement, il faudrait que je l'informe. Puis là, c'est ça. C'est l'acceptation. C'est l'acceptation, c'est la peur aussi d'être rejetée. Aussitôt que je vais lui dire ça, je suis pas capable de vivre ça. Fait que, je veux dire, depuis 3 ans, pas seule avec moi-même, là, mais je n'ai pas eu de chum. Est-ce que tu renonces aussi aux enfants, bien sûr? Ben, Par le même fait. C'est officiel, ça? Mais oui, Ouais. pas le transmettre. Oui. Je veux dire, dans le dramatique, c'était très clair et net. Très clair, les mères peuvent Moi, le transmettre. j'ai grandi en me disant qu'un jour, je vais me marier. J'ai eu un enfant déjà. Puis, il n'y a pas de problème, je suis... De toute manière, ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Puis moi, j'ai vieilli en me disant j'aimerais me marier, aimer une femme, l'aimer d'amour, pas de sexe, quoi que ce soit, l'aimer réellement d'amour. Élever une famille, fonder une famille, avoir une maison, puis fonder une famille. Moi, ça a été mon gros rêve, puis mon rêve aujourd'hui, il est écroulé, il est complètement à terre. Putain, je te voyais, Marc, faire oui. Toi aussi, tu aurais voulu te marier? Moi, c'est pas que je me marierai pas. Parce que c'est pas quand je vaincrai pas la maladie. Ah, toi, tu penses que tu vas vaincre la maladie? Oui. Ben, disons que à date, ça va très bien. Je pense que ça va de mieux en mieux. Enfin, je continue dans ce sens-là. Puis quelque part, je suis pas vraiment homosexuel. Je suis bisexuel, mais j'ai plus une tendance. Je pense que j'ai plus une tendance envers les femmes, malgré que je suis moins à l'aise avec les femmes. Mais coup, c'est passé. Ça va, Vous savez que c'est déjà fini, mais on vous garde, hein? Parce que vous venez avec nous dans le salon, on va avoir des médecins et on va répondre aux questions. D'accord? On a été très bon.